Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Débat, question d'actualité qui est aujourd'hui au cœur des impôts. Oui, les défis de la modernisation, le mode opératoire des télépaiements d'impôts, droits et taxes est une réalité au Mali depuis quelques années. La Direction générale des impôts se hisse à la pointe de la technologie avec la plateforme e-impôt ou paiement par voie électronique. Un nouvel outil qui offre un meilleur service aux contribuables, accroît la mobilisation des recettes, améliore la transparence et j'en passe. Mais quelles sont les garanties sécuritaires qui entourent cette réforme? Comment est-elle accueillie par les contribuables et quelle est l'implication des partenaires dans sa réussite? Nous lançons les débats sur toutes les questions sur les téléprocédures au niveau des impôts et nos invités sont au nombre de trois. D'abord, M. Amadou Fall Djanka, il est le directeur des grandes entreprises au niveau de la Direction générale des impôts. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Deuxième invité, M. Gaussou Fofana, chef de la cellule téléservices fiscaux à la Direction générale des impôts. Bonsoir, M. Fofana. Et M. Lucien Lazare Noutei, il est le responsable de la cellule fiscalité du groupe Azalaï. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et vous représentez ici les contribuables. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Les prévisions des recettes au niveau de la Direction générale des impôts connaissent bon an, mal an une augmentation. Tenez, par exemple, pour l'exercice budgétaire 2021, la DGI doit recouvrer plus de 925 milliards de francs CFA contre 834 milliards en 2020. Par quelle magie? On le saura. En attendant, dites-nous d'abord, monsieur le directeur des grandes entreprises, quels sont les types d'impôts auxquels sont assujettis les contribuables? Merci, monsieur, pour la question. C'est de façon traditionnelle, les impôts auxquels sont assujettis les contribuables sont les trois ordres, nous dirons, des grands ensembles. Les impôts directs, les impôts indirects et les droits d'enregistrement et de timbre. Parmi les droits, les impôts directs, on peut parler d'abord de l'impôt sur les sociétés, l'IBIC pour les particuliers. Les impôts indirects, parmi lesquels on peut parler de la TVA. Et les droits d'enregistrement comme l'enregistrement des marchés. Voici de façon un peu résumée les impôts auxquels sont assujettis les contribuables. Alors, est-ce qu'on peut avoir une fourchette, une idée du montant de ces impôts-là? Oui, la fourchette, ça dépend parce que tout, comme vous l'avez dit, la budgétisation, c'est une programmation. Et en fonction de cette programmation, l'État a demandé à la Direction générale des impôts un certain nombre, un montant. Donc, vous venez de citer tout de suite 925 milliards. Sur les 925 milliards, la part belle est tracée aux impôts directs. Oui, d'accord, je comprends. Je veux dire, un commerçant, par exemple, qui est au début d'année, qui paye l'impôt sur... il paye quel genre d'impôt et combien par an, par exemple? Ça, c'est très difficile à déterminer parce il peut payer l'impôt en fonction de son régime réel, comme il peut payer l'impôt synthétique, donc une fois par an. Donc voilà, en fonction de son régime, il paye l'impôt. Et l'impôt est déterminé en fonction de son chiffre d'affaires. Donc chaque année, il peut réaliser un chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires qu'il réalise dans l'année est soumis à un impôt. S'il est au réel, l'impôt, c'est en fonction de peut-être son bénéfice qu'il a réalisé maintenant, et ce bénéfice est soumis à 30%. Et maintenant, si c'est à l'impôt synthétique, son chiffre d'affaires est soumis à 3%. Donc c'est en fonction du chiffre d'affaires. C'est en fonction des régimes d'abord. Et maintenant des chiffres d'affaires et des bénéfices réalisés. Ça c'est par rapport à l'impôt synthétique ou à l'impôt sur les sociétés ou BIC. D'accord. Alors M. Fofana, vous êtes le chef de la cellule téléservices fiscaux à la Direction générale des impôts, je le disais. En quoi consiste votre travail concrètement et en français facile? Oui, merci. Oui, la cellule téléservices fiscaux est une innovation au niveau de la Direction générale des impôts et pour tout d'abord simplifier ses rapports avec les contribuables. Donc le téléservice, je dirais, marque un tournant historique dans les rapports de l'administration fiscale avec les contribuables. Parce que si les contribuables jusqu'alors doivent se déplacer pour venir au niveau des impôts, accomplir les obligations fiscales et bénéficier de certains services de l'administration. Dorénavant, avec e-impôt, les contribuables vont devoir utiliser
Et ce service-là, effectivement, accomplir ses obligations et utiliser ces services par voie électronique sans être obligé de se déplacer vers l'administration des impôts. Donc, la culture de la performance et puis l'implantation de la transparence. Votre service existe depuis combien d'années maintenant? Les téléservices fiscaux viennent à la suite de la toute dernière réforme que la Direction générale des impôts a initiée en 2020. Donc c'est une création, toute dernière réforme de l'administration des impôts. D'accord, on va revenir sur vos missions plus en profondeur. Monsieur Lucien Lazare, vous êtes le responsable de la cellule fiscalité au groupe Azalaï. On entend très souvent dire qu'il y a trop d'impôts à payer. Est-ce que vous partagez d'abord cet avis? Merci, monsieur le journaliste. Il y a trop d'impôts à payer. C'est relatif. Vous savez, l'impôt relève du domaine de la loi. Et c'est la loi qui définit en fait les impôts qu'on doit payer dans une législation donnée. Donc une fois à l'Assemblée nationale c'est voté, chez nous, tout le monde doit s'y soumettre et donc payer ces impôts-là. Donc est-ce qu'il y a trop d'impôts à payer? Nous ne pourrons pas dire. En fait, c'est chacun qui apprécie. C'est chacun qui apprécie. D'accord. Ouais. Mais si ce n'est pas un secret, vous, au niveau du groupe Azalaï, vous payez combien aux impôts par an, toutes charges confondues? Non, nous au niveau du groupe Azalaï, nous faisons nos déclarations normalement, nous payons nos impôts normalement. Souffrez que je ne vous dise pas combien en termes de montant, mais nous payons régulièrement nos impôts. D'accord. Alors, et vous les payez comment? Espèces, virement bancaire ou par net, e-impôt? Ou les agents des impôts viennent chez vous avec de gros sacs pour récupérer l'argent? Non, pas du tout, pas du tout. Nous les payons jusqu'à, je dirais, il y a 2 mois, nous les payons par banque. C'est-à-dire que nous faisons nos déclarations, nous faisons un virement sur le compte de la Direction générale des impôts. Mais depuis 2 mois, nous payons, en fait, nous sommes rentrés dans les procédures, comment on appelle-t-on, de e-service et de déclaration en ligne. Et la déclaration se fait en ligne normalement et puis nous continuons toujours de payer par banque. Okay. Voilà. Alors parlons justement maintenant de cette réforme majeure au niveau des impôts depuis quelques années déjà. On l'a dit, la dématérialisation des procédures avec de nouvelles fonctionnalités relatives aux services fiscaux en ligne. Expliquez-nous d'abord, monsieur le directeur, ce qui a motivé cette réforme des téléprocédures. Merci pour la question. En fait, la motivation essentielle, c'est d'abord la possibilité qui a été donnée à la DGI d'avoir accès aux nouvelles technologies. Et cette motivation a constitué une solution pour la Direction générale des impôts d'améliorer l'administration elle-même et d'améliorer ses relations avec les contribuables. Et c'est ce qui a poussé réellement la DGI à ouvrir à travers les canaux informatiques tous ces services, y compris les services que nous sommes en train de débattre tout de suite, les e-impôts. La motivation essentielle, c'est vraiment la recherche de la satisfaction du contribuable. D'accord. Monsieur Fofana, parlez-nous du parcours jusque-là qui nous a, la motivation, oui, et les parcours qui jusque-là. D'accord, merci. Quand on parle même de e-impôt et qu'on le prend dans son contexte, c'est accomplir ses obligations fiscales par voie électronique. Et cela prend sa source dans la digitalisation. La digitalisation en elle-même est l'émanation de l'évolution technologique, surtout de l'Internet. Donc c'est de là que la digitalisation vient. Comme il a dit tout à l'heure le directeur des grandes entreprises, avec l'évolution des nouvelles technologies, la Direction générale des impôts a estimé nécessaire de reformuler sa pratique avec les contribuables. Et cela devait commencer nécessairement par une dématérialisation des procédures au niveau de l'administration elle-même. Donc depuis les années 2000, sinon je dirais fin des années 90, la Direction générale des impôts a procédé à l'automatisation de la chaîne opérationnelle des impôts.
Et c'est là, avec l'accompagnement de la coopération canadienne, ce qui a marqué la fin de l'utilisation du manuel dans le processus des impôts. Et quand ce mécanisme a été bien conforté avec la création d'une base de données, fort de l'évolution de la technologie au niveau de son administration et de la pratique informatique dans la gestion quotidienne, donc la Direction générale des impôts a envisagé en ce moment-là d'offrir des meilleurs services aux contribuables à travers le développement d'un module au niveau de son système d'information téléservice que nous avons dénommé e-impôt. E-impôt, c'est en effet impôt par voie électronique. Donc permettre aux contribuables de s'adresser dorénavant à l'administration par voie électronique. Voilà. Alors, il y a, monsieur le directeur, il y a les grandes entreprises que vous dirigez, il y a aussi les moyennes entreprises et les centres. Parlez-nous du processus de la mise en œuvre. Comment ça se fait concrètement, cette réforme? Cette réforme, comme je vous l'ai dit, en fait, moi je dirais qu'elle a commencé depuis 2017 avec la mise en place d'une cellule pour coordonner d'abord, pour implanter d'abord ces e-impôts. Mais la matérialisation a eu lieu en 2019 où on a choisi et on a donné, il y avait une option pour les contribuables d'adhérer d'abord à e-impôt et de déclarer par télédéclaration. Donc ça a commencé en 2019, on a eu un certain nombre d'adhésions. Mais l'exigence est venue avec l'adoption de la loi des finances 2020 qui a transcrit dans le Code général des impôts une obligation pour les contribuables qui sont généralement à la DGE. Parce qu'il faut préciser qu'il s'agit de contribuables qui se trouvent seulement à la DGE. Donc ce sont ces contribuables, pour le moment, qui ont l'obligation d'envoyer à la DGE leur déclaration par... Ils sont beaucoup, on peut avoir une idée. Ils sont, je dirais quand même qu'à ce niveau, par une estimation, ils sont à peu près plus de 500 contribuables qui doivent déclarer normalement à partir du mois de juillet, parce que les déclarations du mois de juin à déposer à juillet ont déjà été faites par déclaration dématérialisée. Et à partir du mois de juillet, c'est devenu une exigence sur les contribuables. Dorénavant, il n'y a plus de papier, ils doivent déclarer par Internet forcément leur déclaration. Et là, c'est commencé déjà C'est commencé déjà et on a fait les premières estimations qui sont vraiment salutaires. Parce que nous, notre critère, c'est vraiment la date butoir de déclaration des impôts, qui est le 15 du mois. Et les estimations que nous avons eues étaient satisfaisantes. Et après, on a procédé à des relances. On avait à peu près à 75 à 80% qui avaient déjà déclaré à partir du 15. Et après, on a procédé à des relances qui nous ont amené vraiment à un pourcentage d'à peu près 90%. Donc ça veut dire que les contribuables ont adhéré, mais les contribuables sont mieux placés pour parler de ça. Justement, on va demander à Lazare, qui est contribuable. Lazare, est-ce que vous vous retrouvez aujourd'hui dans toutes ces opérations? Ça a changé quoi chez vous? Merci beaucoup. Ça a changé beaucoup de choses. Cette réforme, nous l'attendions, et on l'a tellement souhaité. Et c'est venu au bon moment parce que vous savez, pour l'entrepreneur, le temps est la ressource la plus importante. Et donc aujourd'hui, déjà dans nos bureaux, en quelques clics, nous pouvons faire nos déclarations en ligne. On n'a plus besoin de se déplacer. Avant, il fallait se déplacer, aller aux impôts, chercher le formulaire, venir renseigner le formulaire et puis aller déposer. Ça prenait du temps, mais aujourd'hui, à travers e-service, déjà dans nos bureaux, nous faisons déjà nos déclarations et c'est louable, c'est appréciable. D'accord. Alors, on revient à vous, M. Fofana. L'impact justement de ce e-impôt-là qui désigne les services fiscaux en ligne. Parlez-nous des avantages économiques à votre niveau. Parce que vous étiez là, c'était avant, on allait dire la procédure était manuelle. Et de la procédure manuelle, si on vous demandait de faire une comparaison aujourd'hui en termes d'avantages. Oui, les avantages sont divers. Et puis on peut les classer selon le point de vue du contribuable, comme il a dit tout de suite M. Lazare, ou selon le point de vue de l'administration au niveau opérationnel, comme l'a dit M. Djanka.
et au niveau conception. D'abord, un des premiers avantages que l'on peut citer dans ça tout de suite, c'est la réception des déclarations d'impôts en mode autoliquidation, bien sûr. Et nous sommes dans un système déclaratif. Toute la responsabilité incombe maintenant au contribuable de valider sa déclaration et de déposer sa déclaration, et l'administration accepte la déclaration en tant que telle. Donc il n'y a plus une autre intervention là-dessus. Cela génère un gain de temps énorme chez le contribuable lui-même et des garanties sûres que sa déclaration va être liquidée comme il l'a souscrite. Et au niveau de l'administration, l'administration sera dorénavant exempte de la charge de liquidation de ces déclarations, ce qui génère un gain de temps énorme au niveau de l'administration qu'elle pourrait utiliser à d'autres tâches d'analyse et de management qui seront beaucoup plus profitables à l'amélioration du service. Et e-impôt, on l'a dit tout de suite, ça renforce la gouvernance, ça renforce la transparence entre les différentes parties, l'État, le contribuable, d'autant plus que le contribuable va accéder à la même information au même moment que l'administration. Ça crée déjà un climat de confiance à travers cette transparence-là. Et la bonne gouvernance est un indicateur de taille auquel vraiment nous sommes suivis. Mais il faut reconnaître que tout cela est adossé à une réelle volonté politique. Donc c'est inscrit presque dans tous les plans stratégiques afin d'améliorer la gouvernance au niveau de l'administration, en particulier au niveau de l'administration des impôts. D'accord. Si je comprends bien, monsieur le directeur, ça veut dire que l'accroissement des recettes est aussi lié à l'informatisation du traitement des déclarations et à la perception? On peut le dire comme ça si on veut vraiment le prendre sur ce plan, parce que l'accroissement, de toutes les façons, nous, on est obligé de le lier à ça parce que c'est les seuls moyens que nous disposons pour pouvoir faire ces recettes-là. Les recettes que nous demande l'État, nous sommes obligés de les chercher. Maintenant, l'État nous donne les moyens pour nous faciliter la tâche. Et nous faciliter la tâche comment? Déjà en dématérialisant les procédures du côté du contribuable. Il est à l'aise, donc il n'a même plus besoin de faire un déplacement pour aller aux impôts. Et de notre côté, on gagne en temps pour nous occuper d'autres choses. Généralement, aux impôts, c'est le contrôle qui fait le plus grand poids. Et donc, dès lors que l'agent qui doit s'occuper de la saisie des déclarations, qui doit s'occuper d'un certain nombre d'éléments que le contribuable prend en charge aujourd'hui, il va s'occuper uniquement maintenant, cette fois-ci, de contrôler, de faire le management autour du dossier, et même des fois de former le contribuable, parce que cette fois-ci, lui, il est déchargé pour une grande partie de tout ce qu'il faisait. Et donc, ça permettrait d'améliorer vraiment, non seulement la qualité du service qui serait rendu au contribuable, mais aussi ça améliore les recettes. D'accord, mais est-ce que, peut-être on va dire que la réforme a été lancée, la dématérialisation il y a juste 2 mois, mais ça va être juste de faire un bilan. Mais en termes économiques, est-ce qu'on peut dire en chiffres, en termes chiffrés, qu'est-ce que ça a changé au niveau des recettes? Est-ce que vous avez senti une augmentation des recettes à travers cette réforme-là? On peut le dire, mais comme je vous l'ai dit, en fait, nous sommes d'abord de la procédure de télédéclaration. D'accord. En fait, pas la procédure de télérecouvrement. On est dans la procédure de télédéclaration où le contribuable dépose d'abord sa déclaration avant de payer. Mais si je dis que ça y a un impact, l'avantage c'est quoi? C'est que le contribuable avait d'abord, il prenait tout le temps pour venir prendre sa déclaration, la remplir, d'abord la déposer. C'est après seulement qu'il pourrait retourner à la banque pour nous certifier un chèque. À partir de cet instant, lui-même, il liquide sa déclaration dans le système. Donc, il n'arrive plus aux impôts. Il a tout le temps pour pouvoir nous faire son chèque et l'amener. Mais il est vraiment très, très imprudent d'évaluer son impact sur le plan vraiment économique. Okay. Lazare, on sait que même une réforme, comme on le dit, ça suscite toujours des interrogations, des réserves au départ. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez eu des réserves quand on a annoncé cette réforme-là, impôt au départ?
Au départ, bon, comme vous l'avez dit, toute réforme suscite des interrogations. Au départ, tout le monde se demandait comment ça allait se passer. On ne voyait pas encore clair dans la chose, mais quand on s'est rapproché de l'administration, on a compris la réforme, qu'il fallait faire les déclarations en ligne pour le moment. Et puis tirer la déclaration qui est faite et aller procéder au paiement à la banque ou en espèces comme les contribuables ont l'habitude de faire. Donc pour le moment, ça se passe bien. Nous n'avons pas de difficultés particulières et puis nous avançons sur cette base. D'accord. Et est-ce que, M. Fofana, est-ce que cette réforme implique, ça veut dire que ça implique l'arrêt du paiement physique, ou on n'est pas à ce niveau d'abord, ou vous continuez avec les deux? Non, ça ne va pas impliquer l'arrêt du... Je ne sais pas si vous parlez de la déclaration, la déclaration physique. La déclaration physique, ça c'est arrêté ou bien c'est parce qu'il y a un caractère obligatoire? Oui, maintenant pour les grandes entreprises, sauf cas de force majeure, sinon ils ne doivent plus recourir à la déclaration physique. Toutes les déclarations à ce niveau-là doivent se faire par voie électronique. Donc, si la déclaration n'est pas faite par voie électronique, le contribuable peut s'exposer à des sanctions au niveau de sa structure de gestion, qui est la direction des grandes entreprises. Et c'est ça. Donc, le dispositif est là. Donc, pour sa mise en œuvre, il faut le dire aussi, l'administration a pris des engagements. Des engagements pour que cette plateforme-là reste disponible en temps réel à tout moment. Et donc, il y a des mesures d'accompagnement que l'administration a prises à cet effet-là, parce qu'on peut être exposé à des facteurs exogènes. Il peut y avoir des pannes d'électricité, des pannes du réseau informatique ailleurs. Donc, d'autant plus que l'administration dispose d'un réseau redondant. Elle a aménagé au niveau de la direction des grandes entreprises un espace d'accueil qui est animé par des professionnels des impôts pour assister ceux qui seront dans le besoin. Les contribuables qui seront dans le besoin peuvent venir au niveau de cet espace-là et effectuer leur déclaration par voie électronique et puis ils seront assistés par l'administration. Donc c'est pour dire des mesures d'encadrement de cette solution. Ok, monsieur le directeur Fofana parlait tout de suite des sanctions en cas pour les contribuables qui ne feraient pas leur déclaration par les net. Est-ce que à votre niveau déjà vous avez été confronté à des cas comme ça, et quelles peuvent être les sanctions s'il y en a? Non, comme il l'a dit, en fait, c'est des sanctions qui sont d'ordre légal et qui sont prévues par le Code général des impôts, même en dehors même de la déclaration dématérialisée. Dès lors qu'un contribuable ne dépose pas sa déclaration, passé le délai de 15, il a une pénalité. Ça, c'est connu. Et par tous les contribuables d'ailleurs, même avant que ça soit vraiment dématérialisé. Mais donc les mêmes sanctions continuent, ils sont prévues par le Code général des impôts. Maintenant, ce qui peut à la limite changer, c'est que les contribuables qui sont déjà dans la procédure, ceux qui doivent obligatoirement déclarer et qui ne l'ont pas fait, auront des difficultés à trouver une autre déclaration en dehors de celle-ci. Ils sauront d'office qu'ils seront sanctionnés parce qu'ils vont s'inscrire en ligne. Ils déposent leur déclaration en ligne et dès que le délai est passé, c'est parce que nous sommes dans un système informatisé où les sanctions sont déjà prévues par le matériel informatique. Ils l'appliquent aussi tout. D'accord. La sanction, c'est quoi? Le paiement d'une amende? Non, c'est une pénalité, une amende, parce qu'il y a les intérêts de retard bon, on ne veut pas vraiment rentrer dans tous ces détails-là, mais il y a des sanctions. Je sais comment vous... D'accord, ça c'est comparable. Monsieur Fofana, Lazare, ça a un coût tout ça pour vous? Non, il n'y a pas de coût. Ça ne génère pas de coût pour nous. Aujourd'hui, de nos bureaux, nous accédons à la plateforme e-impôt et nous déclarons nos impôts normalement. Ça ne génère pas de coût particulier pour nous. D'accord. Voilà. Monsieur Fofana, est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'il est, disons, impossible d'échapper au contrôle financier, oui, avec cette réforme-là? Pas possible pour les contribuables d'échapper? Bon, il faut reconnaître tout de même
que la réforme constitue un moyen pour l'administration afin de lui faciliter la tâche dans l'élargissement de l'assiette. C'est un moyen, il a dit tout de suite, et parmi tant d'autres. Donc tout de suite, comme nous l'avions dit, si les agents de l'État sont déchargés de la charge de liquidation, le gain de temps qu'ils vont avoir à cet effet-là peut être utilisé pour vraiment d'autres activités d'analyse qui consistent à rechercher des contribuables qui ne sont pas venus, alors qu'avant, ils pouvaient manquer du temps pour effectuer ces activités de contrôle et puis de vérification. Donc maintenant, la réforme même consiste non seulement à moderniser l'administration, mais également à donner beaucoup plus de moyens à l'administration de faire son travail et d'optimiser vraiment son travail. Okay. Monsieur le directeur, on est quand même dans une économie informelle aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les commerçants, la plupart des commerçants qui payent les impôts, les taxes, les droits sont dans... en général, ils ne sont pas lettrés et ils ne maîtrisent pas l'outil informatique. Ils ne savent pas lire et écrire. Vous allez leur demander de faire la déclaration par le net. Ce n'est pas compliqué pour eux? Je dirais que les contribuables des grandes entreprises sont tous formels. À notre niveau, il n'y a pas d'informel à la limite. Oui, à la limite, c'est dans un projet, puisque c'est un vaste projet de la DGI qui, après la DGE, doit s'occuper des autres centres, des centres de moyennes entreprises et à la longue des centres des régions et tout. Okay. Donc, c'est des contribuables. C'est d'ailleurs pour nous un moyen de lutter contre l'informel. Parce que dès lors qu'on amène les garde-fous en disant aux contribuables déclarer en ligne, ça veut dire que le contribuable va s'identifier. Parce que pour pouvoir d'abord être dans tous ces lots-là, je croyais que, parce qu'il faut aller évoquer ça, il faut d'abord que le contribuable soit identifié. Sinon, il ne peut même pas s'inscrire, parce qu'il faut d'abord qu'il soit dans notre base de données. Et le contribuable qui a besoin des services des impôts est obligé de se faire identifier. Et dès lors qu'il se fait identifier, il n'est plus dans le formel, il est dans l'informel. Et tous les contribuables ne sont pas identifiés aujourd'hui. Ça dépend. En fait, nous, tous ceux qui sont chez nous sont identifiés. Et nous sommes dans un système formel. Et je voulais rebondir sur une situation qu'on aurait dû évoquer, c'est-à-dire l'avantage de ce système-là. C'est d'abord l'économie de papier pour nous. Parce qu'aujourd'hui, l'administration fait plus d'économies en papier. La dématérialisation, c'est vraiment à s'inscrire. Avant cette réforme, on tirait des déclarations, carrément on prééditait des déclarations qu'on déposait, les contribuables venaient prendre. Aujourd'hui, on n'a plus à faire ça. Chacun remplit dans le système et nous, on regarde dans le système. On peut même les envoyer des correspondances dans le même système. Donc ça veut dire que ça nous a facilité beaucoup de choses. Sinon, pour lutter contre l'informel, comme je vous l'ai dit, c'est un moyen parce que quand on demande à tous les contribuables, dorénavant, parce qu'aujourd'hui on est à la DGE, c'est un certain nombre de contribuables qui sont triés sur le volet, qui sont à la DGE. Après, on redescend jusqu'au centre des impôts, où c'est des contribuables de 1 à 0, de 1 à 1000 peut-être, à la limite. Donc ces contribuables-là, si on va les demander, puisqu'ils ne vont pas s'arrêter de travailler, ils seront obligés d'adhérer. Mais c'est comme c'est un projet. On espère bien que d'ici là, ces contribuables vont se mettre vraiment dans le formel. D'accord. Vous faites sur le secteur informel. Voilà, tout à fait. Par rapport à la même question à la suite de M. Djanka, effectivement, et vous avez raison, cette initiative de dématérialiser les opérations, c'est beaucoup plus se rapprocher des contribuables. J'ai parlé du plan stratégique. Quand vous regardez la Direction générale des impôts, quand elle partait à cela, c'était déjà fixé une vision. La vision d'être une administration fiscale moderne, efficace et efficiente. Et cela s'inscrit dans le cadre de l'élargissement de l'assiette. Donc c'est un axe dans le cadre de l'élargissement de l'assiette. Donc comment élargir l'assiette? Il y a beaucoup d'axes. Mais l'axe relatif à la dématérialisation, c'est pour se rapprocher beaucoup plus du contribuable. Il a dit tout de suite, M. Lazare, tout de suite la facilité qu'ils ont avec la déclaration. Avant, il fallait se déplacer.
C'est parce que eux, c'est une structure organisée, formelle. Maintenant, tu trouveras qu'il y a beaucoup d'informels qui sont là, qui veulent vraiment s'acquitter de leurs impôts, mais qui se voient un peu découragés parce qu'ils ne peuvent pas s'insérer dans un cadre formel, aller à la direction des impôts, prendre sa déclaration, déclarer et puis faire autre chose. Donc maintenant, si ils accèdent à ces obligations-là par voie électronique, depuis dans leur étang, depuis sur place, donc ça peut leur motiver davantage à aller. Donc dans un premier temps, c'est pour inciter le maximum de contribuables à venir vers les impôts. Donc ça entre dans le cadre même de la maîtrise de l'informel. Beaucoup ne veulent pas être dans l'informel, mais il se trouve qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour vraiment se départir de l'informel. Donc c'est un axe qui milite pour ça. Ok. Alors, il y a aussi, parlons des dispositions que vous avez prises à votre niveau pour éviter les failles de ce système. Parce que quand on parle de e-impôt, ça nécessite la haute technologie. Le e-impôt, il est sécurisé à 100%, c'est directeur? Oui, le e-impôt, moi je dirais qu'il est sécurisé à 100% parce que le e-impôt est greffé au système que les impôts même utilisent en réalité. C'est quelque chose qui a été développé par les impôts. Mais la personne la mieux placée, c'est l'initiateur même du e-impôt qui est là. Ok, vous n'avez pas peur des hackers? Écoutez, sécurité zéro, il n'y en a pas. Chaque jour, on voit sur l'actualité que vous diffusez vous-même des informations relatives à cela. Mais il a effectivement raison. Et la sécurité que nous avons essayé de mettre en place par rapport à ce système-là, c'est d'abord de nous inscrire dans un domaine sécurisé. Donc la Direction générale des impôts est aujourd'hui domiciliée dans un domaine sécurisé qui est assisté par d'autres grandes structures en la matière. Mais au niveau même fonctionnel, e-impôt gravite autour du système d'information des impôts et le contribuable accède à ces informations-là via l'Internet. Donc des mesures de sécurité que nous avons adoptées se situent essentiellement au niveau fonctionnel et au niveau physique. Le niveau physique et au niveau même de l'administration des impôts, comment est-ce que nous avions préparé notre infrastructure par rapport à cela. Exactement. Pour éviter des intrusions dans notre infrastructure. Au niveau fonctionnel, tu vas trouver que tous les contribuables accèdent via leur propre adresse courriel. Donc, l'adresse courriel dont ils disposent, généralement, on parle du cas des grandes entreprises, tu vas trouver que c'est des adresses professionnelles. Donc, ces grandes entreprises également sont domiciliées dans un domaine propre à eux. Donc, les employés ont des adresses professionnelles. Et ces adresses professionnelles-là aussi sont soumises à des mesures de sécurité de l'entreprise. Donc, tout se passe au niveau de cette adresse professionnelle des entreprises. Et au moment de se connecter à e-impôt, nous avons mis en place un dispositif de double authentification, donc qui consiste à l'utilisateur d'aller s'identifier à nouveau pour pouvoir accéder à son compte. Et ce compte-là également est attribué par le responsable qui peut engager l'entreprise. Donc vous aviez posé tantôt une question relative à la difficulté que les petites entreprises peuvent avoir pour accéder, parce qu'ils ne sont pas instruits pour accéder à ça. Tout à fait. Bon, ça, c'est vraiment dans nos perspectives, parce que nous sommes en train de développer, parce que si aujourd'hui, tout doit se passer via le réseau Internet, évidemment, nous sommes en train de travailler pour rendre ces services-là également possibles via le réseau GSM mobile avec des applications USSD, comme comment payer sa facture d'électricité et autres. Donc, c'est des projets qui sont en cours de réalisation. Ok. Alors, Lazare, sur la sécurité, la fiabilité du réseau, il n'y a pas de problème à votre niveau? Pour le moment, non. Nos partenaires, l'administration, nous rassurent de ce que la plateforme est bien sécurisée. Et donc, c'est cette plateforme qui est à notre disposition aujourd'hui. Nous faisons nos déclarations dessus.
Et on espère vivement que, comme vous le dites, que voilà, les hackers ne tombent pas sur cette plateforme-là. Et surtout, dans les perspectives de l'administration, nous constatons que bientôt, il y aura peut-être des télépaiements. Donc, les paiements seront faits également en ligne. Et quand on parle de paiement, l'entrepreneur, il est inquiet parce que c'est le comptable, peut-être le responsable, peut-être fiscalité ou le comptable, qui va faire peut-être le paiement déjà en ligne. Donc, on s'inquiète de comment ça va se passer, mais comme l'administration nous rassure, on espère que la plateforme est bien sécurisée pour ces opérations-là. Ok. Est-ce que vous avez reçu des formations pour l'utilisation de cette plateforme-là? Si, l'administration nous a invités pour des formations. Donc, nous nous sommes déplacés, on a suivi des formations sur comment déclarer ses impôts via la plateforme, comment se connecter. Il faut dire d'abord que nous avons reçu des formulaires que nous avons remplis et nous avons communiqué nos adresses mail sur lesquelles les comptes ont été créés. Et donc, nous avons reçu par la suite des mots de passe pour accéder, des mots de passe que nous avons changés nous-mêmes, pour que je sais que c'est confidentiel, que nous avons changés par la suite. Et puis, c'est grâce à ces mots de passe-là que nous accédons. La formation a été bien suivie. Nous avons compris comment il fallait faire la déclaration sur la plateforme. Et donc, une formation a été faite pour nous. D'accord. Monsieur le directeur, c'est tout un processus qui est lancé et qui commence au niveau de votre direction, la direction des grandes entreprises aujourd'hui. Dites-nous, après la suite, c'est quoi? Après vous, on va aller à quelle étape? Donc, comme il l'a dit, vraiment, c'est un processus engagé par la Direction générale des impôts, qui a commencé par la DG, mais qui doit s'étaler à toutes les autres structures. Mais déjà, à court terme, on dit qu'en 2022, on doit amener la même situation, les mêmes éléments dans les centres des moyennes entreprises, qui sont au nombre de 2 à Bamako actuellement, qui doivent aussi, leurs contribuables doivent aussi déclarer par télédéclaration. Donc c'est un projet et on doit vraiment les développer. Et à long terme, c'est toutes les structures de la DGI, les structures opérationnelles qui doivent vraiment accéder à ces modes de déclaration. D'accord. M. Fofana, on est à la phase de télédéclaration. Quand est-ce qu'on va lancer les télépaiements, les paiements en ligne? Moi, c'est une perspective à très court terme. Nous disposons déjà la plateforme de télépaiement dans nos environnements informatiques et nous sommes dans un processus d'implémentation parce que les télépaiements n'impliquent pas la seule direction générale des impôts. Il y a d'autres administrations qui sont impliquées. Donc avec ces administrations, nous sommes en train de voir les procédures de travail nécessaires à cet effet-là, donc pour aller au télépaiement. Donc c'est dans une perspective à très très court terme. Nous osons croire que d'ici 2 mois, nous allons pouvoir commencer les télépaiements. Ok. Alors, parlons de la place des autres partenaires. Vous n'êtes pas seul. Dans le e-impôt, il y a forcément des partenaires qui vous accompagnent dans le processus des entreprises, des institutions. Quels sont les rôles de ces partenaires-là dans le processus? Comme il vient, ça c'est des perspectives. Déjà, à ce stade-là, nous sommes dans les télédéclarations. Et les télédéclarations, les partenaires stratégiques, c'est les contribuables. Ok. Ça n'implique pas un autre Normalement, ce n'est que la Direction générale des impôts et les contribuables, parce que c'est une plateforme qui est créée, mise à leur disposition, ils doivent l'exploiter. Mais dès lors qu'on va sur des perspectives où il y a la télépaiement, il y a d'autres partenaires qui vont s'ajouter. Parce que quand on parle de paiement, on parle de banque, et quand on parle de banque, on parle de BCAO. Et dès lors, ça, c'est des structures qui vont vraiment s'impliquer parce que ce serait vraiment, quand on dit paiement, il faut que ça soit réellement sécurisé, il faut que ça soit maîtrisé. D'où l'implication de tous ces partenaires-là. Et c'est d'ailleurs une mission qui est là pour ça, d'ailleurs. Il y a déjà un comité qui a été créé pour pouvoir faire pour statuer sur ça. D'accord. Et un mot sur la transparence, même au niveau de la direction générale des impôts. Cette réforme-là, est-ce que vous avez senti son impact sur la transparence même au niveau du service? Bien sûr, la transparence dans les rapports entre l'administration et le contribuable. Et même au sein de
de l'entreprise avec les agents. Lesquels agents? Les agents des impôts. Entre eux-mêmes. Oui. La transparence. Oui. Ah, bien entendu, la transparence est là parce que nous sommes aux impôts, nous sommes dans un processus séquencé et continu. Donc, l'input d'une section constitue l'extrait d'une autre. Donc, les gens travaillent en synergie par rapport à cela. Donc, la dématérialisation de l'administration a bien entendu cultivé la transparence parce qu'elle a été instituée même par rapport à cela pour assurer la continuité du service. Vous allez trouver que l'organisation est faite maintenant par fonction d'affaires. Donc les gestionnaires ont le même bouquet d'habilitation, les agents du recouvrement ont le même bouquet d'habilitation, ils accèdent aux mêmes informations par rapport à l'administration. Donc cette transparence est déjà là. Ok. Alors, monsieur le directeur, quel accompagnement vous prévoyez pour les entreprises nouvelles qui viennent d'être créées pour ça? Comme je l'ai dit, en fait, les entreprises nouvellement créées, s'ils adhèrent bien, où ils atteignent le seuil déjà à leur création de la DGE, forcément, ils seront identifiés à la DGE. Et d'office, et ils vont commencer leur déclaration par la télédéclaration. Oui, il y a un accompagnement. L'accompagnement, c'est d'abord les former. Les informer d'abord et les former surtout. Parce qu'il faut faire la communication. Le but même de notre communication aujourd'hui, je dirais que c'est ça. C'est pour que tous les contribuables qui sont vraiment candidats à la DGE ou même dans les autres structures sur lesquelles nous allons travailler, qu'ils comprennent qu'ils doivent s'apprêter pour pouvoir faire leur déclaration par Internet. Et donc nous sommes prêts, nous avons déjà, comme il l'a dit, il y a déjà un cadre qui a été créé pour former tous les contribuables. Et ça, c'est l'État qui les prend en charge parce que c'est l'État qui demande. Donc on est là pour les former et les donner les informations réelles. D'accord. M. Fofana, l'utilisation de ces services-là sera rendue obligatoire, vous l'avez dit. Bien entendu. À quel délai? Déjà, c'est obligatoire au niveau de la direction des grandes entreprises. Et à partir de janvier 2022, ça serait pour les contribuables domiciliés dans les centres de moyennes entreprises. Déjà, nous avons commencé par une campagne de sensibilisation au niveau de ces structures-là. Et à partir de ce mois, ils vont tous recevoir, en plus de leur déclaration, des pochettes qui leur indiquent le processus. Et déjà, ceux qui veulent même s'inscrire tout de suite pourront le faire. Et nous allons assurer leur prise en charge. Donc, nous pensons réellement que d'ici le mois de décembre, la plupart de ces contribuables-là aussi vont s'inscrire. D'accord. Oui. Des difficultés, M. Lazare, à votre niveau, est-ce que vous avez rencontré des difficultés jusque-là ou que craignez-vous dans cette réforme-là? Merci. Des difficultés particulières, non. Juste que, c'est vrai, nous sommes au début de la réforme et c'est vrai, nous avons suivi également une formation, mais quand on reprend en fait la machine, on oublie peut-être parfois c'est quoi le cheminement, que faut-il faire. Donc nous, on souhaite également que, comme l'administration le fait aujourd'hui, que peut-être par des brochures, des prospectus, et voilà, pour que le contribuable en fait puisse savoir, en fait prendre le pas et puis savoir à tel niveau il faut faire telle chose, à tel niveau il faut faire telle chose pour pouvoir faire sa déclaration. Donc pour ne pas oublier le processus, le temps en fait qui s'adapte en fait et puis qui prenne complètement le pas et qui s'approprie la réforme. Donc c'est ce que nous pouvons demander à l'administration fiscale aujourd'hui. D'accord. Le message est passé. Est-ce que et la société civile, c'est vrai qu'on est aujourd'hui au niveau des grandes entreprises, mais on a dit avec le temps, on va aller au niveau des autres structures, des autres contribuables, au niveau même à la base, au niveau communal. Est-ce qu'il y a déjà des stratégies qui sont en place à votre niveau pour faire adhérer tous ces contribuables-là à d'abord payer les impôts et puis adhérer à la réforme? Oui, la stratégie est là et d'ailleurs la démarche est même progressive.
et pour prendre en compte la préoccupation de M. Ajar, nous sommes déjà au niveau des grandes entreprises. C'est des grandes entreprises, c'est des entreprises structurées et formelles. À ce niveau, on ne peut pas dire que ce serait à 100% sans problème. Donc on va certainement rencontrer des problèmes, des difficultés à ce niveau qui vont être recensés et pris en charge pour pouvoir améliorer et renforcer davantage la plateforme. Donc à chaque fois que nous devrions s'attaquer à un segment de contribuables, donc nous essayons de voir par rapport à ces segments quelles sont les véritables problématiques qu'on va essayer d'examiner et qui seront prises en charge pour renforcer la plateforme. C'est dans cette perspective que nous envisageons avec les petits contribuables, je m'excuse, les petits contribuables, que nous envisageons vraiment d'aller vers les réseaux GSM afin vraiment de leur faciliter ces opérations. Donc, et puis, ce n'est même pas exclure une réforme législative dans ces cadres-là pour simplifier la déclaration parce qu'on ne peut pas leur demander les mêmes exigences de déclaration que les entreprises domiciliées à la direction des grandes entreprises. D'accord. Voilà. Un mot sur les stratégies? Les stratégies, comme je l'ai dit, en fait, c'est les stratégies traditionnelles, c'est-à-dire la sensibilisation. Parce que la Direction générale des impôts, comme on l'a dit, même si les gens pensaient qu'on ne communique pas, on a toujours donné les moyens de communication pour que les contribuables puissent nous comprendre. Toutes les corporations, des organisations, des commerçants, d'entrepreneurs, on s'est réunis avec eux, on discute, on essaie de les faire comprendre. Ça, c'est des stratégies qu'on a élaborées à l'interne. Mais comme on l'a dit, en fait, vous-même, vous l'avez dit, que les impôts, ils ne veulent pas communiquer. Mais nous, c'est un moyen de communication pour nous, que de rassembler les membres d'une même corporation et d'essayer de les faire comprendre un nombre de choses. Aussi, nous avons certaines fois des sollicitations de ces mêmes corporations qui nous sollicitent pour pouvoir discuter avec nous, échanger et essayer de comprendre un certain nombre de choses. Ça a toujours eu son fruit et on continuera toujours. D'accord. Alors, un mot sur les perspectives. On est pratiquement au terme de cette émission. Un mot sur les perspectives. Comment voyez-vous l'avenir des impôts dans ce monde numérisé, dans ce monde de technologie aujourd'hui? L'avenir des impôts dans un court long terme? Naturellement, je suis très optimiste pour l'avenir des impôts dans la numérisation, dans les nouvelles technologies, parce que les impôts ont ouvert ce processus depuis maintenant plus de 2 décennies. Les résultats sont ici présents. Et monsieur le directeur des grandes entreprises disait tout à l'heure que tout est informatisé au niveau des grandes entreprises. Il en est de même dans les autres structures de la Direction générale des impôts. Maintenant, on ne pouvait pas parler des téléservices avant sans qu'en amont, on soit nous-mêmes dématérialisés. Aujourd'hui, l'application des règles de gestion au niveau des impôts est entièrement automatisée. Déjà, à son époque, cela a été un facteur de sensibilisation des contribuables à adhérer à l'impôt. Parce qu'ils ont vu tout de suite que l'équité est respectée et que l'application est automatisée. Maintenant, quand on a voulu aller vers les téléservices, c'est encore mieux pour servir les contribuables, qui est un des objectifs de la Direction générale des impôts, offrir les meilleurs services aux contribuables. Déjà, quand vous regardez, les contribuables peuvent même ne pas s'attendre à accéder à la même information que l'administration et en temps réel. Comme je le disais tout de suite, cela marque un tournant historique dans nos rapports avec les contribuables, ce qui va certainement favoriser beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est une réalité. On peut déclarer par voie électronique, on peut consulter sa situation fiscale par voie électronique et les paiements vont être implémentés à très court terme. Mais tous ces services-là aujourd'hui sont accessibles via l'Internet. Nous avons envisagé, dans un avenir à court terme, de pouvoir rendre accessibles ces services-là
via les réseaux GSM à travers les applications USSD. Donc, le contribuable, dans son tout dernier retranchement, qui veut s'adresser à l'administration, peut avoir tous les moyens de s'adresser à l'administration. Monsieur le directeur l'a dit tout de suite, de notre côté, c'est tout intérêt. Et ils n'ont pas produit de déclaration chez moi durant le mois de juillet. Ça, c'est une économie. Un des critères d'un bon impôt, c'est un impôt qui est administré à peu de frais. Donc là, nous serons dans cette logique. Donc, à très court terme et à moyen terme et à long terme, très certainement que d'ici quelques années, on pourra même s'interroger comment est-ce qu'on faisait avant. Je le souhaite vivement. C'est ça. Monsieur le directeur, en termes de perspective. En termes de perspective, comme vous l'avez dit, avec cette numéralisation, pour moi, je m'attends vraiment à court terme à un impôt numérique. Une direction générale des impôts numériques, tout simplement, où chacun a sa tablette, on administre comme ça. Sans papier. Ben, c'est tout. Et c'est très important parce qu'on est obligé d'y aller, parce que c'est l'exigence même de l'heure. Aujourd'hui, tout s'est fait sur Internet. Et même les contribuables, si on va les chercher, si on ne va pas sur Internet, on ne pourra pas les avoir. Il y a d'abord l'autre volet qu'on n'a jamais évoqué, qui serait important, c'est le e-commerce. Parce que c'est un volet sur lequel nous, on est obligé de travailler, parce que le e-commerce existe. Donc ça veut dire que l'e-fiscalité sur le commerce doit vraiment exister. On devrait le chercher. Donc pour vous dire, tout serait sur le maintenant. Tout serait sur Internet, donc il faut que tout le monde s'arme pour pouvoir travailler. Donc à court terme, c'est tout simplement que tout le monde doit vraiment être bien formé. Et le contribuable et l'agent des impôts pour pouvoir travailler sur Internet. Mais il le disait tout de suite, tous ces services-là sont liés à Internet, ça veut dire qu'il y a à la connexion. Et quand on sait aujourd'hui la qualité de la connexion Internet au Mali aujourd'hui, ça ne vous inquiète pas? Bon, je ne dirais pas on va faire avec les moyens de bord, mais nous déjà à notre niveau, on a un système qui nous donne certaines garanties. À notre niveau, bien sûr, peut-être qu'on n'est pas sur ces mêmes réseaux, mais nous on a vraiment un système qui nous garantit. Maintenant, on prie ou même on cherche vraiment la solution en disant que tout simplement l'Internet va évoluer, puisque déjà on est dans le système de fibre optique, je crois que ça pourrait s'améliorer dans les années à venir. Et les contribuables vraiment vont adhérer et puis ça va. Okay. Bien sûr, ce plan, j'aimerais bien donner un apaisement. Hein. Et il a dit, c'est-à-dire que nous sommes dans un réseau redondant. Nous bénéficions de la fibre optique avec la distribution récente qui a été faite. Et les structures stratégiques d'État sont couvertes par la fibre optique. Mais en dehors de cela, nous avons au niveau de la Direction générale des impôts notre propre réseau par faisceau hertzien, donc par boucle radio, qui dessert nos structures. Et il y a également les lignes spécialisées des opérateurs de téléphonie dont nous disposons. Nous sommes bien conscients de cela parce que c'est quand même un facteur exogène. Donc, mais il y a quand même des mesures qui sont en place pour permettre à l'administration de continuer les services. D'accord. Lazare, les perspectives, comment les contribuables que vous êtes, vous voyez l'avenir des impôts avec ces réformes-là? Merci. Nous pensons que c'est une très bonne réforme. C'était attendu, c'est là. Nous devons accompagner cette réforme-là. Et aujourd'hui, en termes de perspective, nous attendons le télépaiement incessamment parce que tout ce qui facilite la vie aux contribuables dans l'accomplissement de ces obligations, nous on est preneurs. Ces dématérialisations, ces téléprocédures nous facilitent la vie dans l'accomplissement de nos obligations quotidiennes, dans nos déclarations. Et donc, nous, on est preneurs pour cette dématérialisation-là. On accompagne l'administration pour cela. Et pour cela, il faut, comme le DGE l'a rappelé, il faut que les moyens soient mis en œuvre parce qu'on a dit tout à l'heure
que nous avons besoin de la connexion Internet si ça doit être étendu à long terme. Nous avons besoin de la connexion Internet à tous les niveaux dans le pays. Et donc, il faut qu'on travaille à tout cela, que ces conditions-là soient réunies avant que on impose vraiment ou que ça ne soit obligatoire aux contribuables cette manière de déclarer ces impôts. Et donc, nous accompagnons l'administration fiscale dans ce sens. D'accord. Et si vous avez aujourd'hui un message particulier pour vos amis des impôts, ce sera lequel? Pour nos amis des impôts, nos partenaires, c'est déjà de nous tenir informés à chaque moment, à chaque étape en fait du processus, parce que comme ils l'ont rappelé, c'est un long processus et il y a des étapes. Donc à chaque étape, qu'on soit informé, qu'on soit formé, que l'administration communique, parce que nous avons besoin de comprendre ce qu'ils font chez eux, comment les accompagner. On a vraiment besoin de cette communication-là venant de l'administration. Donc l'invite que nous leur faisons, c'est de communiquer et c'est de nous tenir informés au moment opportun des mesures en fait qu'ils prennent à l'interne dans le cadre des obligations qui incombent aux contribuables. D'accord. Alors, monsieur des impôts, pour terminer, il paraît que vous n'aimez pas communiquer. Un appel, des messages pour le contribuable? Oui, le plus grand message que nous avons aujourd'hui et que moi j'ai aujourd'hui, c'est vraiment à l'adresse des contribuables de la DGE, de la Direction des grandes entreprises, surtout à ceux qui n'ont pas souscrit pour la télédéclaration. Je les invite à le faire parce que c'est le meilleur moyen pour eux aujourd'hui de maximiser vraiment leur situation. C'est le meilleur moyen aussi pour eux aujourd'hui de gagner en temps. Et donc, qu'ils viennent dans nos bureaux et qu'ils se souscrivent et ils verront. Réellement, nous sommes à leur disposition. D'accord. M. Fofana? L'appel que j'ai à faire, cette réforme est orientée prioritairement contribuables. C'est vraiment pour leur faciliter la tâche, c'est pour leur faciliter le travail, pour qu'ils puissent accomplir convenablement leurs obligations fiscales. Donc l'administration a initié pour prouver aux contribuables qu'ils sont dorénavant ses partenaires, jusqu'à les partager la même information avec eux et leur rassurer que sans leur apport, la mobilisation des recettes intérieures, qui est aujourd'hui quelque chose de très très important et incontournable dans la gestion de ces pays-là aujourd'hui, parce que nous vivons d'impôts et taxes, donc ne pourra pas être effectif. Donc c'est une réforme qui est orientée contribuable, c'est tout bénéfice pour eux. Donc le processus continue au niveau des centres des moyennes entreprises et à travers votre micro, qu'ils apprennent que ce processus-là est en cours au niveau des moyennes entreprises et ils bénéficient d'une période optionnelle qui peut leur permettre de souscrire volontairement à cette solution et de bénéficier d'un accompagnement adéquat. Donc, merci Mfofana. Et notre message, payons nos impôts pour développer notre pays. Ainsi prend fin ce débat consacré au e-impôt, un moteur de révolution fiscale au Mali. Merci à nos invités. Grand merci à vous aussi pour votre fidélité à nos programmes. Excellente soirée sur l'ORTM. Merci.